Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Un épisode qui met à l'honneur le métier des RH. Un métier dont je tiens à saluer l'engagement sans faille, d'une manière générale, mais tout particulièrement en ces temps de pandémie. Ils ont su pivoter sans cesse pour répondre à chaque nouvel enjeu. Et c'est sans doute pas terminé. C'est un article titré « DRH, une fonction enthousiasmante », publié sur LinkedIn en janvier dernier, qui m'a donné envie d'interviewer Benoît Ritzler. Benoît est directeur des ressources humaines, de la communication et du pilotage de la transformation chez Crédit Agricole Technologies et Services. Benoît partage ici sa lecture des enjeux de la fonction RH et il nous ouvre aussi les coulisses de la transformation de l'équipe Technologies et Services du Crédit Agricole. De quoi changer très certainement votre vision de la banque. Avant de laisser place à notre conversation, un petit encouragement à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou noter le podcast si l'épisode vous a plu. Bonne écoute! Bonjour Benoît. Bonjour Delphine. Merci d'avoir accepté mon invitation suite à la lecture de votre article sur LinkedIn. Et je crois qu'au cœur de cette crise sanitaire, au moment où les DRH ont une pression dingue, parce qu'en fait, on leur demande presque d'avoir les réponses que l'État ne nous apporte pas, c'était chouette de lire une fonction enthousiasmante, puisque je suis convaincue que ça le reste, mais contextuellement, ça doit être compliqué quand même. Ouais, et à la fois, cette crise a eu, si ce n'est le mérite, au moins pour conséquence, de mettre la fonction RH justement au cœur de nos organisations, au cœur de l'écosystème de l'entreprise et au cœur de la gestion de la crise. Et c'est aussi enthousiasmant pour cela. C'est vrai. Et d'ailleurs, j'ai une auditrice, Pamela, qui se reconnaîtra, qui travaille sur un podcast. Elle a un projet de podcast pour justement valoriser la fonction RH. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Avec plaisir. Mais vous n'avez pas toujours été dans les RH. Non. Parlez-nous un peu de votre parcours. Alors, moi, je suis tombé dans les RH par accident. Pour être tout à fait transparent. Moi, je suis de formation agricole. Et j'ai démarré ma carrière au Crédit Agricole, bien entendu, sur des fonctions commerciales. Puis des fonctions managériales. Et de ces fonctions managériales, j'avais déjà retiré un profond goût pour l'accompagnement des hommes et des femmes. Et un peu par opportunité, en même temps que par accident, finalement, je me suis retrouvé dans les années 2008-2009 responsable d'un service RH d'une caisse régionale du Crédit Agricole à Quimper, dans le Finistère. Et c'est de là qu'est née l'aventure RH. Benoît, quels sont les enjeux RH pour vous pour 2021? Incontestablement, à court terme, le premier enjeu, le premier défi, c'est d'accompagner l'entreprise et les collaborateurs à traverser cette crise. On est dans un modèle, nous, aujourd'hui, chez Crédit Agricole Technologies et Services, où on est en full télétravail. Et on commence à sentir vraiment là les limites d'une telle organisation, avec, je pense que le mot convient, une certaine forme déjà de désociabilisation. Le mot est un peu dur. Et on a là une vraie attention aujourd'hui à veiller, prendre soin de collaborateurs, veiller à leur équilibre et trouver justement des formules qui nous permettent de rester en contact avec eux et de garder le collectif de l'entreprise en fonctionnement. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Oui, alors par exemple, on travaille beaucoup aujourd'hui avec les managers. On forme les managers, on accompagne les managers. Là, on les a d'ailleurs la semaine prochaine. On y passe un peu de temps avec eux pour leur donner des techniques d'animation à distance qui visent simplement à créer du lien et à en étant peut-être un peu moins sur le cœur métier ou sur les sujets métiers, en étant un peu plus sur la vie de l'équipe et la vie du collectif. D'autant qu'on n'a pas arrêté d'embaucher et de recruter dans cette période. Donc il y a à peu près là depuis un an
On a bien 350 collaborateurs qui nous ont rejoints. C'est énorme. Donc, on a des vrais sujets, effectivement, à la fois d'intégration, de montée en compétences et de vie collective dont il est vraiment important qu'on s'occupe. Et du coup, alors on s'est fait accompagner par un cabinet de formation extérieure, mais on a des initiatives qui sont assez rigolotes c'est rendez-vous pyjama ou quelque chose comme ça, où le rendez-vous, c'est le rendez-vous du matin à 8h15, tout le monde se connecte avec le café pour voilà, partager des infos de la veille. Et puis, on a décliné toute la méthodologie de l'animation autour des rites agiles, parce que nous, on est dans une organisation de rites agiles. Et donc, on a finalement réorganisé et décliné toute l'animation agile et tous les rites de l'animation agile dans un cadre effectivement de travail à distance. Donc on a des délits qui sont à distance, on a des réunions animées par les Scrum Masters qui sont à distance. Bon, on a voilà. Est-ce que ça vous a amené à imaginer de nouvelles choses du coup, ou est-ce que vous êtes resté fidèle au process que vous aviez défini? Je ne sais pas si on a imaginé de nouvelles choses. En tout cas, j'ai le sentiment que on a donné plus de liberté aux managers voire même aux équipes, pour trouver les dispositifs qui leur correspondaient le mieux dans ce contexte-là. Et vous les partagez? Et on les partage. Et c'est l'objet, effectivement, notamment de la réunion dont je parlais, qu'on a avec nos managers la semaine prochaine, c'est vraiment de partager des expériences, parce qu'il y en a certains qui sont moins à l'aise que d'autres, fatalement. Et vous avez l'impression que ça fait progresser les managers? Je ne sais pas si ça les fait progresser, mais ça les oblige à sortir de leur concept acquis pour se réinventer. De leur zone de confort aussi. Et bien entièrement de leur zone de confort. Alors, encore que ça, la zone de confort, c'est très différent de l'un à l'autre. On a des managers qui sont très à l'aise à distance. Ouais, forcément. Et puis, on a aussi un peu cette culture dans l'entreprise. Notre entreprise, c'est 6 sites principaux. On a quelques sites secondaires qu'on est en train de réorganiser, mais on a 6 sites principaux et des équipes parfois sont partagées entre les 2 sites. Et donc cette capacité d'animer à distance, on l'avait déjà un peu expérimenté par le fait que nos équipes ne sont pas centralisées. Mais là, on va beaucoup, beaucoup plus loin. Et moi, j'ai l'impression, je dis ça avec encore beaucoup de prudence, mais qu'on a appris dans cette crise, ce plan managérial, à lâcher prise. Ah, c'est super intéressant. Et c'était quelque chose que vous aviez un peu dans votre culture d'entreprise ou pas trop, justement? Parce qu'on est quand même dans une banque. Et oui. Moi, je fais partie de ceux qui ont la conviction qu'à un moment donné, notamment avec nouvelle génération, il faut lâcher prise. Il faut que le manager lâche prise. Il faut que le manager fasse confiance, laisse un espace de liberté et d'expression aux collaborateurs. Moi, finalement, en tant que manager, peut-être plus en tant que manager que RH dans le fond, ma responsabilité à moi, c'est d'être en permanence à donner le sens. Je pense que dans la mesure, enfin en tout cas c'est comme ça que je vis mon métier de manager. Et concrètement, ça se traduit comment? Ça se traduit que toutes mes prises de parole vis-à-vis de mes équipes RH aujourd'hui, mes prises de parole sont pour expliquer pourquoi on fait les choses. Quelle est l'utilité pour l'entreprise de notre action? En quoi ça répond aux préoccupations stratégiques de l'entreprise, en quoi ça nourrit la finalité même du groupe Crédit Agricole. Donc c'est donner le sens et apporter de la cohérence entre les décisions que nous pouvons prendre et finalement ce sens et cette finalité profonde qui est celle de l'entreprise. Ça, c'est mon boulot. Et c'est mon boulot, c'est d'être garant de ça. Donc c'est de communiquer, c'est d'expliquer et c'est de garant. Une fois qu'on a déterminé avec mes équipes que pour nourrir cette ambition incarnée par le sens et l'utilité, eh bien, on a des projets qui à construire derrière. Mais moi, je suis, et je l'avais d'ailleurs écrit en ce sens, mais je suis toujours surpris de la capacité des équipes à se mobiliser pour produire. Dès l'instant où on leur laisse le champ, dès l'instant où on leur laisse la capacité à s'exprimer, dès l'instant où on est à leur disposition parfois pour répondre à leurs questions, pour arbitrer des sujets, pour réorienter le cas échéant, et pour les rassurer, et pour les encourager, mais les équipes produisent. Là, pour prendre un exemple tout à fait concret, hier matin, nous avions un point de synchronisation avec une équipe projet de la DRH qui travaille sur la refonte de la GPEC. C'est un vaste projet.
Et j'ai là dans mes équipes, 3 personnes à qui j'ai confié cette mission de repenser, de refondre la GPEC de l'entreprise. On a fait un point de synchro hier, le premier, parce que le projet a démarré en début d'année, c'était le premier point de synchro vraiment qu'on faisait hier. J'étais bluffé à la fois du contenu, de la matière qui avait déjà été travaillée, et puis de la conceptualisation qui en a été sortie. Déjà, j'ai été complètement bluffé. Et puis non seulement c'était pas mal présenté en PowerPoint, mais c'était incarné, quoi. Ouais, c'est surtout ça. C'est que du coup, c'est incarné. Ouais. C'était pas juste ce que vous aviez dit qu'ils ont fait. C'est ça. C'était vraiment eux. Et dans la façon dont avec les mots qu'ils employaient, c'était vraiment, voilà. Et on sentait derrière que non seulement c'était incarné par eux, mais que derrière, ils ont su entraîner derrière eux des équipes d'acteurs, de collaborateurs, de développeurs d'entreprises qui ont nourri des choses. Je reviendrai bien quand tout à l'heure vous parliez de lâcher prise, parce que ce qui est intéressant, c'est que le lâcher prise, en fait, le lâcher prise, c'est pas tout lâcher, c'est fixer une destination, même pour soi-même, et accepter de ne pas savoir le chemin qui va être pris. Et en fait, c'est exactement ça dont vous parlez. C'est-à-dire qu'en fait, on sait où on va, on sait pourquoi on y va, mais vous acceptez en tant que manager que le chemin qui soit pris, quelque part, vous ne le maîtrisiez pas. En tout cas, pas complètement. Je vais vous répondre par une image. Moi, j'ai fait mon service militaire dans la marine. J'étais matelot avec mon petit pompon rouge, enfin voilà. Avec le recul et pour avoir repensé à cette expérience, ce qui m'impressionne dans la marine, c'est que le commandant du bateau, c'est pas lui qui pilote, c'est pas lui qui tient la barre. Celui qui tient la barre, c'est moi j'ai navigué un tout petit peu. Celui qui tenait la barre, c'est mon copain, quoi, qui était appelé comme moi, appelé du contingent, et le pacha, comme on l'appelait, le commandant du bâtiment, du navire, il était en train de faire ce pourquoi il était payé, c'est-à-dire à réfléchir à la stratégie, à la tactique d'attaque, si cas échéant, ou à réfléchir à l'exercice qu'il était en train de faire, mais il n'était pas en train de tenir la barre. C'est le matelot qui tient la barre. Et ça marche dans la marine. Parce que le matelot, il sait où il doit aller. Et à un moment donné, s'il doit tourner la barre à droite ou à gauche parce qu'il y a quelque chose, c'est sa responsabilité, mais il sait le cap à tenir. Et je trouve ça extrêmement... aujourd'hui, ça m'interroge. En tout cas, ça me parle, cette expérience que j'ai vécue. On a sans doute des choses à apprendre de cette conception managériale. Et du coup, on parlait d'enjeux, donc on a parlé de management, on a parlé de désociabilisation des collaborateurs. Quels sont les autres enjeux ? Donc, de façon un peu moins conjoncturelle que ce qu'on vient d'évoquer, notamment autour de la gestion de la crise sanitaire, plus spécifiquement pour l'entreprise Crédit Agricole Technologies et Services, je parlais de recrutement tout à l'heure. En gros, on a recruté 700 collaborateurs au 31 décembre 2020 sur les 2 dernières années, sur 1600. Donc, vous voyez, c'est beaucoup. Mais on a réussi, je crois, et les équipes avant moi, avant que je sois là, parce que je n'y étais pas là, j'étais pas là à l'époque, mais les équipes ont vraiment réussi à relever le défi de l'attractivité. Ça a été le premier défi de la RH. Et il reste ? Alors justement, c'est le défi, c'est pour moi le défi quasiment numéro 1 que j'ai à relever avec mes équipes aujourd'hui, c'est le défi de la fidélité. Et c'est pour ça que je parlais de GPEC tout à l'heure. Il est essentiel qu'on arrive effectivement aujourd'hui à dessiner des trajectoires, dessiner des itinéraires. D'ailleurs, notre projet s'appelle Itinéraire. Parce qu'on veut poser vraiment l'idée que dans l'entreprise, Crédit Agricole Technologies et Services, on a des trajectoires, on a des itinéraires qui peuvent être croisés, différents, ascensionnels, transversaux, etc. Mais en tout cas, on veut poser tout cela pour que durablement, nos équipes aient envie de s'investir et non pas pour 2 ans et partir ailleurs. Donc les ingrédients de la fidélisation, pour vous, c'est le projet, parce qu'ils sont quand même venus pour ça, et la trajectoire professionnelle qu'ils peuvent avoir dans ce cadre-là. Oui, alors c'est un peu réducteur aussi, parce que moi j'essaye de porter j'essaye de jouer sur plusieurs éléments, plusieurs tableaux. En effet, il y a des éléments très
pratico-pratique, comme ce qu'on vient d'exprimer, autour, par exemple, à Crédit Agricole Technologies et Services, votre trajectoire professionnelle, vous pouvez la construire comme cela. Bon, ça, c'est une dimension pratico-pratique, je veux dire, de la façon dont on peut mener sa carrière. Par contre, à côté de ça, on travaille d'autres plans qui sont un peu plus psychologiques, notamment autour du sens, notamment autour de la cohérence, notamment autour de la reconnaissance, notamment autour de la transparence. Tout ça sont des facteurs que j'essaie de décliner sur l'ensemble des politiques RH, notamment les politiques de rémunération, par exemple. Aujourd'hui, les politiques de rémunération sont, à mon goût, pas suffisamment explicites, expliquées et pas suffisamment transparentes. Et d'ailleurs, les collaborateurs de l'entreprise nous posent régulièrement la question, mais pourquoi lui, il est ça et pourquoi pas moi? Qu'est-ce qui explique la différence de salaire entre lui et moi? Donc, la fidélisation est aussi la conséquence d'une certaine forme de confiance dans l'équité, dans la sincérité, dans la transparence de l'ensemble de nos politiques. Et c'est particulièrement vrai d'ailleurs sur la rémunération, c'est sûr. Et c'est là que la DRH joue ce rôle d'influenceuse, comme vous disiez? Oui, c'est ce que j'aime dans la fonction RH, c'est cette dimension soft power qui, mine de rien, sans faire de bruit, peut transformer effectivement une organisation et transformer la vie d'une entreprise. Et comment elle fait? Comment elle fait? D'abord, alors évidemment, il y a une relation qui a été renforcée pendant la crise sanitaire de proximité importante à développer avec la gouvernance de l'entreprise et notamment la direction générale. La proximité avec la direction générale facilite cette capacité à changer le mindset de l'entreprise sur le domaine social. Donc le DRH ne peut rien faire tout seul. J'ai bien conscience, je suis parfaitement lucide sur le fait qu'il est plus aisé de changer ou de faire évoluer l'entreprise quand on a un parfait alignement entre la direction générale et la DRH. Ce qui est le cas ici, donc il n'y a pas de difficulté particulière. Ensuite, moi je pense que la fonction RH peut faire évoluer aussi, peut influencer largement l'entreprise en définissant des politiques, en les expliquant et en les tenant. On vient de redéfinir, par exemple ici, toute la politique de reconnaissance de la performance individuelle, qui était un peu clientéliste jusque-là et on a redéfini des règles, enfin, au-delà des règles, c'est surtout un encadrement de pratiques qui soit cohérent avec notre projet et nos valeurs. Le fait de redéfinir ces règles, de les valider en COMEX ou avec la direction générale, de les partager après au comité de direction, forcément, ça influe les comportements de l'entreprise. Mais c'est sûr que la DRH toute seule ne se bat pas contre... Non, mais elle initie le mouvement. Elle initie le mouvement, c'est ça. Et elle est exemplaire. Elle essaye. Elle essaye de l'être. Elle essaye de l'être, en tout cas. Parce qu'un influenceur, c'est aussi un peu un rôle modèle, quelque part. Oui, absolument. Et c'est parfois, je suis plus intransigeant avec mes propres équipes que je le suis avec les équipes des autres. Oui, j'imagine. Merci beaucoup. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'Entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore, Cyril Carillon. Et au micro, Delphine Zanelli.